Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence qui conclut en fait le congrès Energissima 2023. Donc je vous souhaite la bienvenue au nom évidemment du Salon Energissima et d'Espace Gruyère, mais également de Énergie FR qui a co-organisé ces 2 jours de conférence. Nous sommes vraiment ravis de votre intérêt pour cette conférence qui aborde une question qui est plus que jamais d'actualité, celle de l'énergie, de la crise énergétique. Vous n'êtes pas sans savoir que nous abordons aujourd'hui des défis qui sont complexes, qui sont interconnectés. La transition énergétique fait évidemment partie de ces défis, mais nous sommes aussi convaincus qu'elle fait surtout partie des solutions et que c'est vraiment vous qui pouvez agir pour mettre en place cette transition. Juste pour que vous le sachiez, Énergie FR est un programme de formation continue actif dans le domaine de l'énergie sur le canton de Fribourg, comme le dit le nom Énergie FR. Et notre mission, c'est précisément d'organiser des événements, des conférences, ainsi que des formations continues, justement dans les domaines de l'énergie. Nous nous adressons à des professionnels, à des collectivités publiques comme des communes, mais également au plus grand public, à des privés qui cherchent à mieux comprendre ces sujets, qui veulent aussi avoir des pistes pour agir à l'échelle individuelle en faveur de la transition énergétique. Et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. C'est aussi dans ce but qu'en 2023, nous avons renouvelé notre collaboration avec Espace Gruyère et le Salon Energissima pour justement vous proposer ce cycle de conférences qui a eu lieu sur ces 2 jours et qui sera conclu ce soir avec ces 3 dernières conférences. Notre souhait, c'était vraiment de vous offrir l'opportunité d'écouter tout un panel d'experts et d'expertes et de professionnels et surtout d'échanger avec eux, avec elles, de poser vos questions. Donc c'est ce qu'on vous propose aussi ce soir. Parce que nous sommes vraiment convaincus que la transition énergétique ne peut se réaliser qu'avec chacun et chacune d'entre vous. Donc c'est important que vous ayez toutes les informations pour pouvoir la mettre en œuvre. Donc je ne vais pas faire plus long, je vais tout de suite passer la parole à Monsieur Boschung. Juste une information très pratique, nous avons prévu donc que vous puissiez poser des questions à la fin de chaque présentation. Donc pas durant les présentations, mais à chaque fois qu'un des présentateurs aura terminé, vous pourrez poser vos questions. Donc n'hésitez pas à les noter à mesure, parce que nous sommes vraiment aussi là pour que vous puissiez échanger. Merci beaucoup. Je passe la parole tout de suite. Voilà, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Rolf Boschung, je suis technicien chauffage CVCS, partenaire Minergie pour la ventilation, et j'ai travaillé essentiellement dans les bureaux techniques de la place de Fribourg. Le sommaire, on va parler de votre situation actuelle, du remplacement de votre système existant, du nouveau générateur de chaleur à énergie renouvelable, et vous aurez quelques exemples de subventions et comparatifs. On va dans le vif du sujet. Quelle est votre situation actuelle? J'aime bien ce dessin humoristique qui date déjà des années 80, début 80. Donc, c'est pour vous dire qu'à cette époque, on se souciait déjà avant de changer le générateur de chaleur, d'emballer la maison pour qu'on ait le moins de pertes possible. Donc, vous voyez que c'est un sujet qui est assez ancien. Et aussi, j'attire votre attention de respecter les étapes. Avez-vous amélioré l'état de votre bâtiment? C'est la première chose à faire. Lorsque vous voulez changer votre générateur de chaleur, il ne s'agit pas de changer votre générateur de chaleur avec une maison qui est une passoire, où vous avez des fenêtres qui sont très vieilles. Donc c'est sur ça qu'on va insister. Avez-vous fait cette première étape? N'attendez pas que votre chauffage tombe en panne, et puis il faut anticiper ces interdictions qui vont arriver tôt ou tard. Regardez déjà la fin du programme de subvention qui est prévu 2025, on est déjà en 2023, tout va très vite. Collecter les informations. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous connaissez tous, sur votre chauffage actuel, que vous ayez du mazout, du bois ou c'est égal, vous avez tous vu chez vous ces thermomètres sur la chaudière. Maintenant, c'est dommage, on est à la sortie de l'hiver. Normalement, vous devriez, par grand froid, allez noter les températures qui sont là sur votre chaudière. Ça veut dire que si vous avez des températures extérieures qui sont à moins 5 degrés et puis que vous avez sur votre thermomètre de départ ici,
vous avez déjà une température de 60 degrés ou 65 degrés, vous pouvez bien vous imaginer que vous n'arriverez pas à placer une pompe à chaleur. Ça, c'est la carte de visite de votre villa. Et l'installateur, il doit connaître ces températures. C'est juste dommage qu'on soit à la sortie de l'hiver. Mais pensez-y, si vous faites ça l'année suivante, de noter par grand froid ces températures de départ. Vous devez aussi donner les consommations annuelles que vous avez sur les 3 dernières années, si c'est possible. Hein. Combien de mazout, combien de gaz, combien d'électricité. Il vous faut rassembler les documents, plan du bâtiment, photo de l'installation, parce que vous en aurez besoin pour une demande de subvention. Et le bâtiment devrait se situer en classe E pour poser une pompe à chaleur. Donc ça veut dire qu'il vous faudra probablement faire un CECB. Donc je n'ai pas le temps de passer encore en détail le programme CECB. J'en viens déjà au système de chauffage. Donc on a 2 systèmes de chauffage de distribution de la chaleur. Soit vous avez des radiateurs, soit vous avez du chauffage de sol. On peut aussi avoir du mixte, ça c'est clair. Ça existe aussi un chauffage à air chaud, mais on n'a pas, en principe en Suisse, assez peu d'installations chauffage à air chaud. C'est plutôt sur l'Autriche, l'Allemagne. Je prends sur les radiateurs. Si vous avez des radiateurs que avant la rénovation, dans les années 70, 80, on calculait des chauffages à des températures extrêmement élevées, ça veut dire que l'eau qui partait à votre chaudière pour alimenter le radiateur, elle partait à 80 degrés quand il faisait moins 9 degrés. Si vous mettez une pompe à chaleur là-dessus, ça ne va pas. Donc, ça, encore une fois, faire de toute façon des rénovations sur l'enveloppe pour essayer de baisser la température ici, qu'on puisse fonctionner au moins à du 50-40. Ça, c'est extrêmement important. Donc, tous les radiateurs, vous pouvez les conserver, s'ils sont en bon état, mais on va leur poser, évidemment, des vannes thermostatiques sur tous les corps de chauffe. Ça ne coûte pas cher. Et l'installateur, il a fait ça très rapidement. Si vous avez un chauffage de sol, alors là, vous n'avez pas de problème. En principe, une maison qui date des années 70, 80, qui a un chauffage de sol, on pourrait imaginer de mettre une pompe à chaleur sans problème. Ça, c'est aussi très important. Vous serez tous dans un de ces cas de figure. Il n'y en a pas beaucoup d'autres. Soit vous êtes dans le premier cas de figure, qui est une ferme dans ce cas-là, hein, si on regarde cette ferme, mais ça pourrait très bien être un château ou bien une maison en molasse dans la vieille ville. Donc on peut bien s'imaginer que sur des bâtiments comme ça, on ne va pas pouvoir aller accoler une isolation périphérique. Tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre des vitrages triples, éventuellement, si c'est une grande ferme, refaire toute la toiture pour profiter de mettre du solaire thermique ou photovoltaïque. Dans ces cas-là, le générateur idéal, c'est clair que le CAD, il est à privilégier. Pourquoi? Parce qu'on aura à disposition des températures plus élevées. Si vous n'arrivez pas à conserver, à mettre autre chose, vous pouvez imaginer de rester au mazout ou au gaz en sachant que c'est pour une période assez courte. Il faudra éventuellement penser d'y ajouter du solaire thermique. Je ne parle pas de photovoltaïque dans ce cas-là, du solaire thermique parce qu'il va venir en appoint pour le chauffage. On reviendra sur ça plus tard. Si on parle d'une maison qui date des années 70, 60, comme c'est le cas pour celle-ci-là, où on a complètement rénové le bâtiment, donc il a carrément été vidé, on y a mis une isolation périphérique, des fenêtres neuves, une toiture neuve, isolée, donc c'est une maison qui se trouve déjà en classe CE, donc là, on n'a aucun problème d'aller mettre une pompe à chaleur, éventuellement une petite pompe à chaleur avec un peu de solaire thermique, photovoltaïque, pardon. J'en viens maintenant déjà au point 2, remplacement d'autres systèmes existants.
Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont une installation avec des radiateurs électriques décentralisés. Ça veut dire que vous avez des cordes chauves comme ça qui sont dans toutes les pièces raccordées électriquement. Ces propriétaires ne sont pas gâtés parce qu'en fait, ils vont être obligés de refaire une installation hydraulique nouvelle. Pour ça, ils vont recevoir une subvention de 8 000 francs, c'est exceptionnel. Si vous avez des radiateurs comme ça, vous êtes obligé de faire un circuit. Je vous conseille vivement, si il s'agit d'une petite villa, d'éviter le chauffage au sol. Privilégier la solution avec des radiateurs, c'est plus simple à poser. Les installateurs, maintenant, ils ont très vite fait avec les systèmes press-fitting, ça va très vite, on perce des trous dessous. C'est assez facile à faire. Si on regarde ça, cette nouvelle installation, elle vous couvre presque 60% de l'investissement. Donc, c'est 8 000 francs, vous payez presque votre nouvelle installation. Donc, ça vaut vraiment la peine de se dire, non, je vais faire une installation avec un circuit hydraulique. Ne restez pas à ces radiateurs électriques directs. En plus de ça, vous allez toucher... Pourquoi il ne marche pas? Vous allez toucher une subvention pour le nouveau générateur de chaleur, plus une subvention pour l'eau chaude sanitaire. Ne faites pas ce que j'ai vu là. J'ai dû faire une expertise pour des gens qui vous proposent de mettre une petite couche de 4 cm sur un sol existant. Ce n'est pas la bonne solution parce qu'en fait, c'est des petits tubes de chauffage au sol. Mais il ne faut quand même pas oublier que vous allez perdre 4 cm sur la première marche et vous aurez une marche de 22 cm sur l'étage en dessus. C'est à éviter. Des gens qui n'étaient pas satisfaits du tout de cette solution. Pour ceux qui ont un chauffage électrique centralisé, c'est la même chose qu'avant, mais par contre, la différence, c'est que là, on a une On a une chaudière qui est au sous-sol. C'est une chaudière électrique, souvent placée avec un gros accumulateur de 1000 litres ou 800 litres. Donc là, ceux qui ont ce système, ce n'est pas de problème, parce que vous pouvez sans autre éliminer ça et à la place mettre une pompe à chaleur. Tous ces renouvellements, c'est clair que l'installateur ne peut plus arriver chez vous et dire « ouais, on change ça, pas de problème ». Toutes ces installations, les nouvelles installations sont soumises à autorisation au service de l'énergie dans le cadre d'une demande permis de construire. Ceux qui ont une ancienne chaudière à mazout, profitez de partir de ce mazout. Vous avez un gain de place grâce à l'élimination de la citerne. Vous n'avez plus ces problèmes de remplissage de citerne souvent oubliés avant les fêtes. Ça ne vaut pas la peine. Vous n'avez plus de contrôle de combustion. Il faut juste bien vous rappeler qu'il y a des frais pour l'élimination de toutes ces chaudières existantes. Et surtout, si vous avez une citerne à mazout, vous avez des frais de dégazage qui doivent être pris en charge par une maison spécialisée. Même pour les citernes en plastique. Vous ne pouvez pas prendre une citerne de 1000 litres en plastique et puis aller l'amener à la déchetterie. Elle doit être dégazée avec un certificat de dégazage. Ça, il faut le savoir. Là, je vous montre pour dire qu'il y a du boulot. Cette chaudière, je l'ai fait changer en 2018. C'était propriété d'un bâtiment communal dans la région du Gibelou. Donc on voit qu'il y a encore beaucoup de boulot. Pour ce qui est le gaz, à l'avenir, le gaz, ceux qui ont un chauffage à gaz, il faut savoir que d'ici 2030-2035, vous n'aurez plus de gaz. Le gaz est réservé pour les hôpitaux, pour l'industrie et pour le CAD, le chauffage à distance. Le chauffage à distance a besoin d'avoir une deuxième énergie lorsqu'il s'agit de faire une rénovation ou un entretien sur les grosses chaudières à bois déchiqueté. Donc on aura de toute façon toujours besoin de CAD. Mais en fait, n'oubliez pas que le gaz ne sera plus pour les petites villas. Et déjà sur Fribourg, certains quartiers ne donnent plus le gaz. J'en viens déjà aux générateurs à énergie renouvelable.
Je commence par le chauffage à distance. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la solution de confort. Vous n'avez plus de soucis d'exploitation. On vous amène de la chaleur dans votre bâtiment comme on vous amène l'eau au robinet. Donc, c'est une bonne solution. Vous avez un service de piquet. Vous avez un service économique au niveau de l'investissement. Ça ne coûte pas très cher. Vous avez un énorme gain de place parce qu'en fait, l'installation au sous-sol prend très peu de place. 2 à 3 mètres carrés suffisent. Et un avantage, c'est un système adapté quel que soit le niveau de température de service. Donc si vous avez besoin d'avoir 60 degrés, le CAD il sera là. Vous pouvez aller monter jusqu'à 70 degrés, 75 certains réseaux. Et alimentation constante, 365 jours par année. Là, je vous montre le réseau de chauffage à distance de GESA, Gruyère Énergie, puisque je suis à Bulle, donc je montre le réseau de Gruyère Énergie. Donc, il couvre à peu près toute cette zone. Donc, pour ceux qui sont dans cette zone, ça vaut la peine de leur demander une offre, parce que si la conduite ne passe pas trop loin, vous aurez peut-être une offre qui est assez attrayante. Par contre, je vous montre là quelque chose de très intéressant. C'est une villa de 12 kW que j'ai eu la chance d'analyser il n'y a pas longtemps. Je vous montre par là quels sont tous les points que vous devez contrôler si vous voulez vous installer au CAD. Première chose qu'il faut savoir, c'est un exemple pour une villa de 12 kW. Vous avez un premier investissement unique qui est la conduite de branchement. Alors, cette conduite de branchement, c'est ce petit bout-là qui va depuis la conduite principale jusque dans le bâtiment. Vous devrez déjà payer ça aux fournisseurs, que ce soit GESA ou Groupé, c'est égal. Après, vous aurez les travaux d'installation de l'installateur. Donc, vous avez l'installateur, il va devoir vous faire tout ce circuit raccordé à l'intérieur depuis l'échangeur, là, depuis cet échangeur qui est fourni par le CAD. Puis cet échangeur vous fait refaire à neuf votre installation. Donc ça a un prix, 14 700 francs. Après, vous aurez une durée de contrat qui peut être variable, ça dépend du fournisseur. Donc tout ça, il faut tenir compte de ces branchements. Ensuite, vous aurez la taxe annuelle sur la puissance souscrite. C'est extrêmement important. Dans vos offres, on va vous dire, ouais, alors on vous fait une offre à 120 francs, à 130, à 90, ça dépend. Ça varie chaque fois en fonction de la puissance à raccorder. Donc là, on a un exemple, 12 kW pour une maison fois 120 francs. 120 francs, 12 fois 120 francs, chaque année, vous payez. Après, vous aurez le coût de l'énergie. Le coût de l'énergie vous sera facturé à tous les X mois. Donc ça veut dire, si vous avez utilisé, dans ce cas-là, c'était 20 000 kWh fois 10 centimes, ça fait déjà nouveau 2000 francs. En fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Alors là, je ne peux rien faire. Ah, c'est bon. Voilà. En fin de compte, si on regarde, si on analyse ça, on s'aperçoit que le coût de votre chauffage, ce sera 17,2 centimes le kilowattheure. Ça vous donne une idée pour comparer avec un autre producteur d'énergie. Maintenant, quelque chose de plus grave, je vous montre ça. Analyse que j'ai faite sur une villa pour un couple de retraités qui ont payé, et ça c'est, je le montre ici, 232 francs l'énergie souscrite. Donc ça veut dire qu'ils ont payé 12 fois 232 francs. Qu'est-ce que ça a comme incidence? Ça a cette incidence-là, 24 centimes en fin de compte. Donc, vous voyez, le cadre, c'est bien, il faut toujours bien cibler, aller jusqu'au bout de l'analyse.
on passe aux questions à la fin. Merci. J'en viens maintenant aux pompes à chaleur. Alors, avant de partir sur les pompes à chaleur, je vous explique, en gros, je vous parle du coefficient de performance, c'est ce qu'il faut savoir sur une pompe à chaleur. Si on vous dit, ma pompe à chaleur a un coefficient de 3, ça veut dire que 1 kW électrique consommé par le compresseur vous restitue 3 kW thermique. Ça, c'est un coefficient de 3. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si on a une pompe à chaleur RO, alors là, qu'est-ce que je fais? A-7 V35, ça veut dire quoi? Ça vient de l'anglais area water. Si l'air extérieur, puisqu'on prend l'énergie dans l'air extérieur, si l'air extérieur est à -7 et que votre eau de chauffage est à 35 degrés, ça veut dire que là j'aurai un chauffage au sol, vous avez un coefficient de 2,7, donc c'est en dessous de 3. L'Office de l'énergie dit qu'il faudra avoir au moins 3. Donc vous voyez, on est déjà à la limite. Si je compare ça avec une pompe à chaleur sol-eau, B0 V35, ça veut dire, bruine, ça vient de l'anglais, c'est le mélange glycol qui est à l'intérieur. B0 water 35, ça veut dire que j'ai un coefficient de 5. C'est quand même beaucoup plus haut, le coefficient de performance est bien plus élevé. Si on regarde encore un autre chiffre, si vous regardez que vous voudriez chauffer, vous avez besoin de 55 degrés quand il fait -5, -10, ça veut dire -7 V35, vous avez un coefficient de 1,87. Après, il ne faut pas s'étonner que certaines fois, on dit « Oh, mais je ne pensais pas que ça allait me coûter aussi cher que ça. » La réponse, elle est là. Donc, regardez la différence avec une pompe à chaleur. Même si je fais de l'eau à 55 degrés, je suis à 3. Donc, ça vaut vraiment la peine d'analyser ça. Et l'installateur, il doit vous conseiller correctement. Voilà, ces deux chiffres qui sont très importants. Alors, maintenant, si on regarde en gros, qu'est-ce qu'on a à disposition pour les pompes à chaleur RO? Je vous parle de 3 types. On peut mettre une pompe à chaleur RO à l'intérieur, comme celle-ci là. Souvent, c'est des grosses caisses. Des fois, c'est difficile de les descendre au sous-sol. Donc, privilégiez quand vous avez ça, si vous êtes de plein pied, c'est plus facile. Là, vous n'avez pas trop de problèmes. Si vous êtes au sous-sol, vous devez peut-être créer un nouveau seau de l'eau, parce qu'on va prendre l'air d'un côté et le rejeter de l'autre. Donc ça, il faut savoir que vous avez ces travaux à faire. Souvent pas facile. Et bien sûr, température ne pas dépasser 50 degrés, je vous dis, c'est vraiment la limite. Autrement, il faut passer à autre chose. La deuxième solution, c'est qu'on met une pompe à chaleur complètement à l'extérieur, comme celle-ci, elle a un très joli design. Là, on a la pompe à chaleur qui est placée à l'extérieur. On a une conduite qui va jusqu'à l'intérieur du bâtiment depuis l'extérieur. C'est de l'eau qui circule. Donc là, vous aurez des travaux de fouilles à prévoir, plus un socle pour poser la machine dessus et raccorder des condensats, etc. Donc il y a quand même des travaux à prévoir et aussi évaluer le bruit qui va être généré par la pompe à chaleur. En principe, maintenant, c'est moins grave parce que vous ne risquez pas de faire une mauvaise affaire avec ça, parce que l'installateur est tenu de mettre à l'enquête et ça vient recontrôler par le service de l'énergie. Donc si la pompe à chaleur est placée au mauvais endroit, il y a quelqu'un qui va contrôler du point de vue acoustique si c'est bon ou pas. Donc pas de souci pour ça. Après, on a une autre solution, c'est pompe à chaleur split. Ça, c'est des pompes à chaleur, je pense que vous les avez toutes déjà vues, là. On en voit des quantités. Ces pompes à chaleur sont des dérivés de machines de froid qui, à la place de faire du froid, font du chaud. Donc ça, c'est du standard, Mitsubishi, etc. Donc on en voit partout. Elles sont un peu meilleur marché que les autres types de pompes à chaleur. Mais il faut aussi savoir que sur ces pompes à chaleur,
les coefficients de performance, que ce soit une à l'intérieur, extérieur ou split, il y a très très peu de différence. Pas oublier, prévoir des socles, il faut tirer les conduites à l'intérieur, et ces conduites ici, ce n'est plus de l'eau qui circule dedans, c'est le fluide frigorigène. Donc ça va être fait par le fabricant qui va raccorder ça. Alors, j'en viens maintenant aux pompes à chaleur sol-eau. Ça, c'est la meilleure solution parce que la source de chaleur est très stable. Elle est indépendante de la température extérieure. Si je vous dis à peu près comme ça, on a une température à 9-10 mètres, on sera à 9 degrés. Si vous allez chercher de la chaleur au fond, l'augmentation de la température, ce sera de 0,3 degrés tous les 10 mètres. Donc vous allez vous trouver avec une sonde de 120 mètres, vous allez trouver à 12 degrés environ. Donc ça veut dire, on voit là qu'on peut aller chercher beaucoup plus de chaleur que dans l'air. Donc cette température elle reste stable toute l'année. Donc c'est pour ça que vous aurez des coûts d'exploitation très bas. Vous avez moins de place, c'est des petites machines souvent. Évidemment, vous avez les travaux de fouille pour raccorder les sondes et ne pas oublier que l'installateur, il doit aussi, ou bien celui qui calcule ça, tenir compte de non pas seulement de la puissance nécessaire à chauffer le bâtiment, mais aussi quelle est la puissance qu'on va soutirer pour faire la production d'eau chaude sanitaire. Donc la prolongation des sondes, le calcul des sondes doit tenir compte de tout ça. Les sondes, en principe, ce qui se passe actuellement, très très peu de réclamations à ce sujet. Donc il y a toujours des gens qui contrôlent. Les foreurs, ils savent très bien jusqu'où ils peuvent aller. Et une carte qui existe, on sait aussi les natures du terrain, donc il y a très peu de surprises. Là, je vous montre la carte. J'ai pris Bulle comme exemple. En vert, c'est le portail cartographie du canton de Fribourg. En vert, on voit les sondes géothermiques admises. Partout où c'est vert, vous pouvez forer sans demande préalable. En jaune, vous devez faire une demande préalable au service de l'environnement. Et en rouge, vous ne pouvez pas forer. Alors, vous voyez, cette carte, elle a été faite après. Il y avait déjà des forages qui étaient faits. Si on regarde là, ces forages-là, ils n'auraient probablement pas pu se faire. Parce que maintenant, cette carte, elle est en constante évolution. Elle change tous les jours. Donc, on agrandit les zones d'interdiction. Donc, méfiez-vous de ça. Mais on s'aperçoit que, si on a vu la carte de GESA, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de sondes géothermiques, alors qu'on aurait peut-être pu se brancher. Vous voyez, il faut vraiment bien peser le pour et le contre. Alors, j'en viens au dernier générateur. J'ai mis en dernier les chaudières à granulés de bois, parce que c'est un peu plus cher. C'est aussi plus cher à l'entretien, c'est aussi plus cher au coût de l'énergie. Donc je l'ai mis en dernier, parce qu'en fait, c'est assez compliqué. Dans ces chaudières, il y a pas mal de mécanique, donc c'est souvent sensible à la panne. Je vous conseille, si vous êtes dans ce cas de figure, de faire un service d'entretien. C'est plus simple. Et aussi de choisir un installateur avec référence et demander une visite d'installation pour vous rendre compte comment ça fonctionne, tout ça. Parce qu'en fait, vous devez avoir un stock pour les pellets, il faut contrôler les cendres, etc. Ça ne va pas tout seul. Donc, renseignez-vous bien. On a plusieurs systèmes de stockage à disposition. Vous pouvez avoir un stockage avec des châssis en tissu. Là, on a un stockage probablement d'une ancienne citerne où on va profiter de mettre les pellets dans ce local citerne. Vous pouvez même stocker ça en terre. Donc, on a toutes les solutions. Si vous n'avez pas de place dedans, vous pouvez mettre dehors. Toujours une solution. Et
je vous montre ce schéma de raccordement. C'est un schéma de principe tout simple, mais en fait, j'aimerais vous montrer par là que la chaudière à bois, ici, elle amène la chaleur dans une cuve. Et dans cette cuve, je profite aussi d'y amener la chaleur solaire, mais ça, ce n'est pas du photovoltaïque, c'est du solaire thermique qui va venir sur la cuve. C'est justement des cas spécifiques pour des fermes, quand on a une grande surface, qu'on a besoin de température élevée, c'est l'idéal parce qu'en fait, vous avez la chaudière à pellets qui est là quand il n'y a pas de soleil et vous profitez de ce gain solaire pour charger votre accumulateur. C'est clair que l'accumulateur ici, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc on voit ici le groupe de chauffage et l'eau chaude sanitaire se fait dans cet accumulateur combiné, mais vous pourriez avoir le chauffe-eau séparé, ça va aussi. Mais il y a tellement de sortes de schémas. Je vous montre ça simplement pour vous dire, on prend la chaleur, on vient l'amener dans une cuve et de là on soutire. Les panneaux solaires thermiques, ce n'est pas à négliger. On parle aujourd'hui beaucoup de solaire photovoltaïque, c'est bien, mais le solaire thermique, lorsque vous avez une grande ferme, que vous pouvez amener cette chaleur dans des grandes cuves et puis soutirer cette chaleur, ça vaut la peine. Ce cas-là, cette maison, elle est toujours en transformation. On n'a pas pu faire une enveloppe ici, une isolation thermique extérieure, parce que c'est déjà des murs qui font 50 cm. Donc, pour le moment, on est toujours au mazout. Le but, c'est de pouvoir passer à la pompe à chaleur. Le solaire thermique, pour le moment, il vient charger une grande cuve de 1500 litres, plus une cuve de 750 litres pour l'eau chaude sanitaire. Donc, priorité, je charge l'eau chaude sanitaire. Après, je vais mettre la chaleur sur le chauffage. Ça représente, dans ce cas-là, j'ai calculé à peu près 30% de gain sur le chauffage. Donc, ça vaut la peine. Donc évidemment, c'est pour des bâtiments patrimoniaux, des anciennes fermes, etc. Et lorsque vous n'avez pas d'autre solution, il vous faut une énergie à température élevée, peut-être. Pensez à ça, à faire des combinaisons à ça. Voilà, j'en viens déjà au dernier point, c'est les subventions comparatives demande d'offres. Alors, cette phrase, elle est importante. Au moins 20% de l'énergie renouvelable doit être mise en œuvre pour le renouvellement de votre chauffage. Si vous changez votre chaudière, vous devez prouver que vous avez 20% d'énergie renouvelable. Donc, si vous faites une maison Minergie, vous n'avez pas de souci. Donc, ce sera de toute façon bon. Autrement, si vous faites un autre cas, vous pouvez faire un contrôle avec un CECB, mais vous devez vous trouver en classe C. Donc, si vous arrivez à prouver que vous êtes en classe C, vous pouvez conserver pour le moment votre mazout. Mais ce serait un non-sens, puisque de toute façon, il sera interdit tôt ou tard. Ou bien vous avez des solutions standards, ça c'est dans le programme de l'énergie. Solutions standards, c'est quand on n'a pas d'autre choix, alors on fait ces solutions standards. Ah, j'ai oublié de vous dire. Si vous faites maintenant un CECB, vous demandez un CECB, vous avez encore une subvention de 1500 francs pour un CECB, plus ça vaut la peine de faire. Malheureusement, on ne parle pas de CECB, c'est dommage parce qu'en fait, ça devrait être la partie avant ma présentation. Alors là, on prend un exemple. Si je veux rester au mazout, qu'est-ce que je dois faire? Je suis obligé, par exemple, là, je dis, bon, ok, je reste au mazout, mais je suis obligé de mettre du solaire thermique. Solaire thermique, ça veut dire que je dois mettre 7% de la surface de référence. Si vous avez une surface de référence de 200 mètres carrés, 14 mètres carrés de panneaux solaires thermiques sur le toit, il faut avoir déjà la surface sur le toit, et puis ça coûte de l'argent. Alors pourquoi pas partir directement au chauffage à énergie renouvelable pour lesquels vous allez recevoir une subvention. Ça vaut vraiment la peine. Comparatif subvention. Je vous montre là
quelques subventions qui ont été calculées. Ce n'est pas des chiffres qui tombent du ciel, c'est vraiment des installations que j'ai analysées avec des installateurs. Là, on a remplacé le chauffage électrique fixe, ce que j'ai dit au début, à résistance fixe, par une pompe à chaleur sonde géothermique, 8,1 kW, surface de référence de 237 mètres carrés. Je vous dis juste la surface de référence pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. La surface de référence énergétique, c'est la surface de votre plancher, y compris les murs extérieurs. Tout ce qui est chauffé, y compris les murs extérieurs. Si vous avez 100 mètres carrés puis 2 niveaux, vous avez 200 mètres carrés de surface de référence énergétique. C'est important de le savoir. Voyons ce que ça donne. Alors, ces gens-là, on a changé ça, c'était à avril. Ils ont reçu, pour la pompe à chaleur, ils ont reçu une subvention de 5 000 francs plus 300 francs par kilowatt thermique. Donc, ils ont reçu 7 430 francs. Après, ils ont reçu un bonus pour le nouveau système de distribution, 8 000 francs. Après, ils ont reçu un bonus pour l'eau chaude sanitaire, 1 000 francs. Certaines communes donnent encore une subvention, ce n'était pas le cas ici. Donc, ça veut dire qu'ils ont touché une contribution de 16 430 francs. L'investissement. Donc, vous voyez, la nouvelle installation, mais là, j'ai mis les travaux de fouille, de maçonnerie, d'électricité qui sont souvent oubliés dans les calculs. Donc, on arrive à 6 500 francs. Part de combustion, 22,2%. Donc, vous voyez, ces gens-là, ils ont bien fait de changer leur générateur de chaleur. Arrive au bout. Un autre exemple, pompe à chaleur RO intérieur, 3 500 francs pour 150 francs le kilowatt. Le chauffage du sol, il était existant. Le bonus pour l'eau chaude sanitaire, ils ont touché 1 000 francs de la commune de Néru, 7 000 francs tout, total des contributions. Voilà, par 16,5%. C'est assez important, quand même. Ce tableau il est assez intéressant parce qu'en fait, il vous montre la provenance d'une énergie. Si on regarde tout ce qui est mazout, gaz, ça provient de l'étranger, tout ce qui est en gris. Et l'électricité, bois, pellets, ça provient, c'est indigène. Malheureusement, c'est clair que ces prix, les coûts annuels d'énergie, ça c'était pour une villa du plateau suisse, ils sont plus valables parce que les coûts, là, je ne veux pas parler des problèmes actuels. Donc ça, mais on s'aperçoit quand même que si je regarde quand même là, vous voyez, le pellet, c'est pas. Le coût de l'énergie, il est assez cher. Donc je préfère quand même, si on compare pompe à chaleur sol eau, bien RO, en comparaison avec une chaudière à condensation 1900 francs ou bien 620 francs, c'est quand même pas la même chose. Hein. Ça vaut la peine. Calculateur de coût de chauffage, cette adresse ici, si vous allez là-dessus, vous pouvez calculer tous les coûts. Vous allez mettre ici votre consommation actuelle, hein, si vous prenez le mazout, le canton, vous mettez combien de litres de mazout vous allez utiliser et ça vous calcule tous les coûts de l'énergie, les coûts d'entretien et d'exploitation. Subvention documents à fournir, ça c'est une liste, mais vous pourrez demander cette présentation. Je ne vais pas aller trop en détail parce que j'arrive au bout de ma présentation. Mais quand même, copie de devis de toute la réalisation, photo de l'installation existante, c'est ce que j'ai dit. Faites une photo avant d'entreprendre les travaux parce que vous devez pouvoir prouver que vous aviez une installation telle qu'elle. Donc, méfiez-vous. Regardez bien cette liste, elle est très importante pour savoir la chronologie. Et là, l'installateur, il doit pouvoir vous accompagner dans cette demande. Si ce n'est pas l'installateur, ce sera peut-être un bureau d'ingénieur ou l'architecte lui-même. Marche à suivre conseillée, donc je répète encore une fois, contactez un bureau compétent pour l'établissement d'un CECB+, entreprendre si nécessaire et sans tarder les travaux d'amélioration du bâtiment. Donc ça veut dire isolation périphérique, toiture, vitrage. Est-ce que vous avez fait ce travail? Après, vous pouvez dire, voilà, maintenant je peux choisir mon nouveau générateur. Et à ce moment-là, contactez votre
installateur. Si vous allez chez l'installateur puis vous lui dites « Ouais, fais-moi une offre pour une pompe à chaleur et sol haut, puis encore du pellet », il vous envoie sur les roses, il n'a pas le temps. Mais quand vous savez ce que vous voulez faire, toute la réponse, elle est là. Faites ça chronologiquement. Un grand merci. Beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions déjà pour cette première présentation? Oui. Oui, c'est par rapport au CECB. Oui. Est-ce que c'est vraiment obligatoire de le faire pour obtenir les subventions? Alors non, mais vous serez obligé de l'avoir si vous voulez mettre une pompe à chaleur. Parce que vous devez prouver que vous êtes en classe E. D'accord. Et puis lorsqu'on... Mais ce n'est pas nécessaire de faire un CEBC plus, un CECB simple qui coûte entre 800 et 1000 francs. Mais on m'a expliqué que c'était subventionné par la Confédération, ces CECB. Oui, je viens de le dire. Donc Voilà. si vous faites un CECB plus, vous touchez 1500 francs. Et puis ça coûte combien Le CECB plus, il vous faut compter entre 1800 et 2200 francs. Donc sans la subvention, il reste... Ouais, ben, c'est une belle offre. Hein, Ah oui, non. Parce qu'on m'avait dit que c'était offert par la Confédération. C'est pour ça que je pose la question. Presque. Merci. J'ai un chauffage à bois, à bûche, avec un appoint mazout. Est-ce que je vais devoir démanteler ma chaudière à mazout lorsque on arrivera à la date Oui, vous ne pourrez pas la conserver. Mais votre chaudière, elle date de quand? Elle est assez ancienne, elle a 30 ans. Ouais. Vous voyez, Bon, le brûleur est plus récent. vous devez vraiment, dans votre cas, vous devez vraiment vous demander, est-ce que je passe à un nouveau générateur de chaleur? Parce que cette chaudière, avec l'âge qu'elle a, elle va plus être performante. Ou je me passe d'appoint et je me repose entièrement sur le chauffage à bois. Alors, soit vous reposez sur vos chauffages à bois, ou bien ça, vous la gardez en appoint puis mettez une pompe à chaleur. Vous travaillez en bivalent. La pompe à chaleur va vous faire jusqu'à 0 degré, puis après, si vous avez besoin de plus de chaleur, vous passez sur votre chaudière bois. Ça, c'est une solution. Oui. Et j'ai une autre question. Si j'installe une ventilation mécanique forcée, est-ce que j'ai des chances d'avoir des subventions? Est-ce que je vais arriver... probablement que je n'arriverai pas aux 20% d'augmentation de la part renouvelable, c'est ça? Donc, pour la ventilation mécanique, vous n'aurez pas de subvention. Il n'y a pas de subvention. Non. D'accord. Mais par contre, si vous désirez le faire, vous augmentez le confort de votre maison. Et ça se reporte aussi sur la consommation primaire, donc ça veut dire votre bois, etc. Donc vous avez un gain, parce qu'une ventilation mécanique bien calculée vous fait économiser de l'énergie. D'accord. Et bon, encore une dernière question. C'est une autre maison qui, elle, est chauffée au mazout et qui est thermiquement à l'état des années 64. Voilà. Ouais. Donc très, très mal isolée. Donc ce qui est envisagé, c'est d'améliorer l'enveloppe thermique. L'installation à mazout est encore en bon état. Mais est-ce qu'il y a un intérêt à combiner la rénovation, enfin c'est un peu le sujet de votre exposé, excellent exposé, mais c'est ce que vous disiez, c'est qu'on a souvent intérêt à, si on rénove l'enveloppe, d'en profiter pour changer le générateur. Ah oui, oui, évidemment. Si vous, de toute façon, vous devrez prendre un architecte. Hein, si les travaux sont conséquents. Bon, ce serait juste périphérique et fenêtre. Oui, mais bon, admettons que vous n'avez pas besoin d'architecte, mais vous aurez quand même les subventions pour l'isolation périphérique. Vous aurez, si vous faites un changement de classe CECB, c'est ce qu'il faut faire. Si vous faites un changement de classe CECB, à ce moment-là, vous allez toucher une subvention pour l'ensemble. Vous allez toucher une subvention pour changement des vitrages, d'isolation
de tout. Si vous faites un CECB par étape, vous n'aurez pas la subvention pour l'isolation dessous et les fenêtres. Donc, regardez ça. Si vous avez une personne qui s'occupe de ce CECB, elle va déjà vous diriger de la bonne façon. Donc, ça veut dire, essayez, maintenant vous serez probablement en classe G. Donc, vous, le but, c'est de monter 2 classes. À ce moment-là, vous avez touché beaucoup de subventions, ça c'est clair, beaucoup plus. Et maintenant, tout votre exposé, est-ce qu'on peut l'étendre à d'autres cantons? Oui, tout à fait. D'accord. Ouais. Même nous, canton de Fribourg, on est même un petit peu en avance par rapport à d'autres cantons. D'accord. Ouais. Très bien. Merci. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que encore une question? Après, je pense que... J'ai déjà fait une partie de la rénovation du bâtiment, mais je ne souhaite pas en faire plus. J'ai un chauffage à 60 degrés. Est-ce qu'une PAC est vraiment inconcevable? Alors, moi, je vous dis, là, c'est sur ma présentation, une pompe à chaleur. Certains fournisseurs vous disent « Oh, mais il n'y a pas de souci. » Non. Une pompe à chaleur RO, quand il fait -7 à l'extérieur, ça, je n'ai pas la machine devant les yeux. Je n'ai pas les tabelles de performance de la machine. Mais c'est là. Elles sont testées. Donc, si vous avez une pompe à chaleur qui a un coefficient de 2,7 quand vous chauffez à 55 degrés, vous voyez ce qu'elle aura quand vous chauffez à 60. Vous allez me dire, c'est très peu de jours sur l'année. Mais malheureusement, avec les réclamations que j'ai eues avec toutes ces conférences, les gens viennent chez moi après la conférence, ils ont déjà fait l'installation, ils me disent « Ouais, mais monsieur Bochon, je ne comprends pas, on paye plus qu'avant. » Ben oui, ben voilà. Je vous dis, la carte visite, c'est ce que je vous ai dit avant, sur les températures de service. Si ces températures de service ne sont pas adaptées à la pompe à chaleur, vous payerez ça sur la facture d'électricité. Et vous avez vu, l'électricité, comme les prix de tarif, l'électricité suit le prix du mazout. Hein, moi, je ne sais pas. Alors, partez au moins sur une pompe à chaleur sol-eau. Ou bien, vous avez une autre solution. Mais c'est clair qu'on pouvait parler pendant 2 jours. Vous pouvez faire du bivalent. Vous pouvez dire, OK, je prends une pompe à chaleur RO, je travaille jusqu'à la température de 0 degré, puis vous mettez une petite chaudière à pellet pour un appoint quand il fait vraiment très froid. Ça ne vous coûterait pas trop cher. Ce serait une solution. Je peux vous conseiller. Mais évidemment, il y a tellement de schémas possibles. Il faudrait 2 jours. Merci beaucoup. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de continuer les questions tout de suite, mais à la fin, quand on a fini les 3 conférences, en fait, il y a encore un apéritif verré et vous aurez aussi l'occasion de continuer à discuter, à poser vos questions. Juste en passant, je me permets de mentionner qu'Énergie FR aussi offre des conférences sur la rénovation énergétique dans les communes. Donc votre commune pourrait organiser la conférence où nous aurions aussi cet exposé, plus une partie plus spécifique aux subventions. Donc c'est aussi une possibilité si vous souhaitez en savoir plus. Merci beaucoup. Madame Berset. Donc merci. Je passe tout de suite la parole à Monsieur Brulard qui va aussi nous parler d'exemples concrets. Et vous pourrez aussi poser vos questions à la fin de la présentation. Pointeur, il est là. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre présence. Je vais poursuivre la présentation en fait de M. Bochung. Donc, je me présente, Frédéric Brulard, directeur commercial chez Cinef Installation SA, donc spécialisé dans le CVS, chauffage sanitaire ventilation du bâtiment. C'est décidé, je passe au renouvelable. Aujourd'hui, effectivement, on a un programme qui est soutenu par la Confédération Suisse Énergie, Chauffer renouvelable. Ce programme, en fait, est une incitation à remplacer vos installations de chauffage existantes aux énergies fossiles par des énergies renouvelables. Donc ce programme, comme je l'ai dit, il est soutenu par Suisse Énergie. Aujourd'hui, avec les objectifs de la Confédération, dont 2050, c'est environ 30 000 installations qui doivent être rénovées chaque année. Donc en Suisse, en général, voilà, ça fait un petit paquet de pompes à chaleur, d'installations de chaudières et ainsi de suite à installer. 50% des propriétaires n'étudient aucune
solution de remplacement de leur installation avant qu'elles soient en panne. Ben, on l'a vu avant avec M. Boschung, effectivement, souvent quand on attend la panne de la chaudière ou de son producteur de chaleur, on choisit malheureusement rarement la bonne solution. Ou en tout cas, on n'explore pas toutes les solutions qui nous sont apportées et qui sont à disposition, typiquement le CAD par exemple. On a parlé avant, donc, dans le programme de chauffe-air renouvelable, on a parlé d'un conseil, ou en tout cas de ce que l'installateur peut vous apporter, ou l'expert en CECB peut vous amener comme conseil par rapport au renouvellement de votre installation. Aujourd'hui, dans le programme chauffe-air renouvelable, il existe le conseil incitatif. Donc vous avez un conseiller incitatif qui va passer chez vous, qui peut passer chez vous, pour vraiment faire l'évaluation de votre situation, et puis vous conseiller en fonction de toutes les données de votre installation, de votre situation actuelle, l'état de votre bâtiment, l'état de votre installation. Il va pouvoir vous inciter en fait à changer votre installation et surtout vous apporter des solutions possibles une solution possible les plus adéquates pour votre installation. Ce programme, il est subventionné par la Confédération, donc il ne vous coûte rien. L'incitateur qui va passer chez vous, en fait, sera payé, lui, par la Confédération. Donc, si jamais chauffe-air renouvelable, conseil incitatif, vous avez sur ce site toute une liste d'experts, donc de conseillers incitatifs qui peuvent passer chez vous pour vous conseiller à ce niveau-là. Donc, profitez de ces subventions. Ça fait partie du programme bâtiment aussi. Donc, c'est des subventions qui sont octroyées dans le cadre, comme M. Boschung l'a expliqué tout à l'heure, dans le cadre d'un renouvellement d'une installation de chaleur. C'est donc la substitution de l'énergie fossile par de l'énergie renouvelable. Je vais parler plus précisément d'un exemple concret qu'on a réalisé, qu'on a mis en service juste à la fin de l'année 2022, sur une installation qui se trouve à Belfaux. On l'a effectivement ici à l'écran, une chaudière à gaz murale, condensation, donc des années 2005, donc qui ne sont pas relativement, enfin qui ne sont pas vieilles, hein, mais des installations qui sont finalement, qui arrivent gentiment en bout de course. On parle en général d'un générateur de chaleur à gaz ou à mazout, quand il a travaillé 20 ans, ben, il a fait son job. Donc là, vous voyez qu'on arrive gentiment à la fin de sa durée de vie. Et puis, le premier propriétaire, c'est clair, quand on lui a posé la question qu'est-ce qu'il voulait mettre comme installation, ben en 2005, il s'est dit, moi, j'ai peu de place à disposition, je veux bénéficier de tout ce que j'ai au sous-sol. En plus, ça, c'est une demi-excavation, pardon. J'aurai ma buanderie, j'aurai tout mon local technique là-dedans. Il faut quelque chose qui prenne le moins de place possible et puis qui soit à l'air du temps. Donc, c'était, enfin, au goût du jour, pardon. Donc, c'était le gaz qui semblait le plus approprié pour lui. Donc, on est parti avec une chaudière à gaz. Et puis, ce propriétaire a vendu sa maison. Donc, il a il a dû réaliser un CECB pour pouvoir vendre sa maison. Ça, c'est un document, donc, on ne l'a peut-être pas dit tout à l'heure, mais à chaque vente, donc chaque opération de vente d'un bâtiment, d'un bien immobilier, ce certificat doit être réalisé. Donc, il est existant. Donc, on donne une étiquette énergétique à votre bâtiment. La consommation annuelle était d'environ 15 000 kWh de gaz par année et la distribution de chauffage se faisait par du chauffage de sol. Donc, une température de départ à moins 9 degrés, de 35 degrés. Donc, c'est les explications que M. Boschung a données tout à l'heure. Ça, c'est un extrait du plan de situation du bâtiment. Donc, on le voit, la maison existante avec un couvert à voiture, et puis une route de quartier qui dessert tout un quartier résidentiel. Tout l'aménagement à l'extérieur du bâtiment vient d'être réalisé. En plus de ça, on a des barrières qui sont installées, des accès qui sont vraiment pas évidents. Donc, relativement peu de possibilités d'intervenir avec une foreuse pour créer une sonde géothermique à cet endroit-là. Donc, c'est aussi un élément qu'il faut prendre en considération dans le choix de votre producteur de chaleur. Quelles seront les contraintes pour la mise en œuvre de ces installations? Là, on est parti sur une solution d'une PAC air-eau extérieure.
Et puis, donc c'est un plan qui est réalisé à la mise à l'enquête. On doit effectivement positionner sur ce plan, on doit positionner notre pompe à chaleur avec le sens du flux de l'air. Et puis surtout, que le service de l'environnement puisse évaluer l'impact phonique que cette installation aura vis-à-vis des voisins, des proches voisins. Donc là, on se rend compte que finalement, le plus proche est à 14,50 mètres de la maison. Et puis, à ce moment-là, donc au moment de la mise à l'enquête de cette installation, on doit réaliser, en fait, on doit rédiger un rapport qui s'appelle le cercle de bruit. Donc, on va remplir ce formulaire avec tout un tas de données du fabricant, la pression acoustique, ou la puissance acoustique, et à un moment donné, le formulaire va tout simplement vous dire oui, vous pouvez l'installer ou non. Ça ne s'arrête pas là. Une fois que vous avez réalisé ce formulaire, on vous conseille de prendre contact avec le service de l'environnement pour discuter finalement avec eux, de savoir s'il n'y a pas un endroit plus évolué, enfin plus adéquat en fait pour l'implantation de cette pompe à chaleur. Et puis, à un moment donné, on se met d'accord, et puis la mise en enquête peut être déposée. Donc, à chaque installation d'une pompe à chaleur RO, qu'elle soit intérieure ou extérieure, vous aurez une demande d'autorisation à publier. Ben, comme on le voyait, on le voyait avant sur le plan, le choix était, on n'avait pas tellement de choix pour l'implantation de cette pompe à chaleur. C'était effectivement, comme on l'a vu avant, la route de quartier, et la position possible, c'était effectivement à cet endroit-là. C'est là que finalement, on avait moins d'impact sur l'aménagement extérieur, de la maison qui venait d'être réalisée. Donc, on a décidé avec les propriétaires d'implanter cette machine ici. L'implantation de cette machine, elle impose d'une part la réalisation d'un socle sur lequel on va pouvoir poser la machine. Vous voyez que là, en plus, on avait une petite contrainte avec un dénivelé du terrain. Et puis surtout, un accès, donc depuis ce socle, on voit les conduites de liaison qui sont ici. Depuis ce socle, on doit tirer des conduites à l'intérieur du bâtiment. Donc là, on voit le collaborateur qui met en œuvre sa foreuse pour effectivement, en plus là, passer à travers un seau de loup. Il y avait vraiment peu de place pour accéder à l'intérieur du bâtiment, pour arriver au sous-sol, donc même de la villa. Donc c'est clair que c'est des infrastructures à créer, donc il y a un certain coût. Et ça, c'est quelque chose, comme me disait M. Boschung, qu'il ne faut pas oublier de calculer dans le devis initial. Voilà, donc la réalisation du socle étant terminée, on peut mettre en place la pompe à chaleur. Donc c'est exactement ce que vous avez vu avant sur le plan. La machine est installée avec un design, ma foi, assez carré, mais finalement qui n'est pas inesthétique. L'avantage de la situation, j'en ai peut-être pas parlé tout à l'heure, mais finalement à proximité, sur cette façade ici, on a tout simplement la fenêtre de la cuisine, on a un WC visiteur, et puis on a un bureau que la famille utilise de temps à autre, mais où en fait personne ne dort la nuit dans cette pièce ici. Ça ne poserait pas un grand problème, vu l'orientation de la machine et puis surtout les performances phoniques de la machine. Voici l'installation intérieure. Donc, on se rappelle de la position, de la position de la chaudière à gaz qui était murale. Vous voyez qu'elle ne prend pas beaucoup plus de place que la chaudière à gaz. On trouve le chauffe-eau, donc la production d'eau chaude sanitaire qui se trouve là, et toute la partie accumulateur et gestionnaire de l'installation qui se trouve à ce niveau-là. C'est clair que l'idée était de faire avec la place qu'on avait à disposition, et puis c'est la solution la plus rationnelle qu'on a trouvée pour cette application. Une chose qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, ces machines invertères qu'on découvre là, elles ont une capacité maintenant à rafraîchir votre bâtiment. Certes, c'est des machines RO, donc pour rafraîchir, on va plutôt soutirer l'énergie froide de la machine en été. Ça ne peut pas se faire dans tous les cas. Il
Il faut compenser un besoin d'énergie par l'implantation de panneaux photovoltaïques, en principe. Et c'est ce qui avait déjà été fait à l'époque. Avant que le premier propriétaire vende son bâtiment, il avait équipé sa toiture de panneaux photovoltaïques. Donc là, en principe, le client va probablement opter pour un rafraîchissement passif actif de son installation. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le problème de bruit pour le voisinage est très très important. La gestion de ce problème-là, il est très important. Le service de l'environnement a de plus en plus, ou en tout cas avait de plus en plus de problèmes à gérer, des problèmes de voisinage à gérer. Donc ils ont vraiment rendu très, poussif, on va dire, les données des puissances acoustiques des machines pour éviter vraiment une propagation de ces problèmes de bruit dans tous les quartiers, dans tous les quartiers résidentiels. Donc aujourd'hui, on est limité sur le fonctionnement de la machine la nuit, et puis on doit effectivement opter pour des scénarios de charge de chauffe-eau qui vont en fait nous permettre de limiter le fonctionnement de la machine sur des tranches horaires bien précises. Donc le volume de stockage d'eau chaude est important. Il faut plutôt opter pour une quantité suffisante, voire au-delà de l'eau chaude. Il vaut mieux avoir une contenance importante que sous-dimensionnée pour éviter les enclenchements réguliers de la machine pour faire de l'eau chaude sanitaire. Voilà, je suis à votre disposition pour des questions éventuelles par rapport à cette présentation. Oui, merci. D'abord, juste deux remarques. Le service de l'énergie, il s'est débarrassé un petit peu sur les communes pour le contrôle des pompes à chaleur. Et puis, vous avez mentionné le CECB, ou disons le conseil incitatif. Pour avoir testé ça l'année passée, j'ai demandé à 5 bureaux différents, j'ai eu 0 réponse. Donc, c'est un peu dommage dans le conseil incitatif. Dans les pompes à chaleur, là, dans les pompes à chaleur intérieures, vous n'avez pas montré de... Est-ce que c'est possible dans beaucoup de cas, ou bien parce que de mettre l'échangeur à l'extérieur, quand c'est construit assez densément, c'est compliqué. Vous l'avez mentionné avec le bruit. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de mettre une pompe à chaleur intérieure? Alors, oui, effectivement, comme l'a expliqué M. Boichouk tout à l'heure, tout à fait, c'est bien sûr que c'est possible. Là, dans ce cas-là, dans cette réalisation-là, malheureusement, ce n'était pas possible. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir un local qui donne sur 2 faces extérieures, ou alors, en tout cas, une possibilité de créer une aspiration et un refoulement d'air qui ne soit pas sur la même surface de votre maison. Il faut mettre en œuvre à l'extérieur des seaux de loup, donc installer des seaux de loup, ou alors des barrières de séparation des flux d'air pour éviter un court-circuit d'air. Il y a pas mal de contraintes à ce niveau-là. Donc, en règle générale, dans l'assainissement, c'est relativement rare d'installer une machine à l'intérieur. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais c'est relativement rare. Maintenant, ça implique effectivement l'implantation de nouveaux seaux de loup, la création d'un percement en façade pour pouvoir créer une aspiration ou un refoulement d'air. Mais c'est tout à fait faisable, bien sûr. Ouais. Merci. D'autres questions? Bonjour. Juste la question, vous n'avez jamais parlé des boilers équipés de pompes à chaleur directe. Est-ce que ça a un sens ou plus tellement maintenant? Alors, donc des chauffe-eau pompes à chaleur, on est bien d'accord. Oui, alors ça a tout à fait un sens. Aujourd'hui, vous avez un chauffe-eau électrique qui doit être remplacé. Vous ne pouvez plus le remplacer par un chauffe-eau électrique. Donc du 1 pour 1, ça n'existe plus. Vous n'avez plus le droit. D'accord? Ça se fait encore, mais on n'a plus le droit. La loi elle est claire là-dessus. Donc un chauffe-eau pompe à chaleur va typiquement être très utile pour remplacer un chauffe-eau existant si, par exemple, vous avez déjà une pompe à chaleur existante. Ou alors, vous avez une chaudière à mazout qui a une chaudière à gaz ou un producteur de chaleur, tout simplement, qui a peu d'années, qui a peu fonctionné. On pourrait envisager de charger un nouveau chauffe-eau par le producteur existant. Mais si ce n'est pas le cas, si on ne le veut pas, ben effectivement, un chauffe-eau pompe à chaleur est adéquat.
Il y a plusieurs avantages à ça. D'une part, il prend peu de place par rapport à un chauffe-eau électrique, en tout cas pas plus de place qu'un chauffe-eau électrique. Il faut un certain volume quand même de pièces pour pouvoir utiliser un chauffe-eau comme ça, sans devoir créer des prises d'air extérieures pour le refoulement et l'aspiration d'air. Mais c'est tout à fait adéquat, bien sûr. Ouais. Je complète peut-être juste avec cette information-là. Aujourd'hui, on arrive à des remplacements de pompes à chaleur géothermiques qui ont été installés dans les années 80-85. Et aujourd'hui, on se rend compte aussi que nos sondes géothermiques, si elles ont été dimensionnées correctement, sont tout à fait encore utilisables. Par contre, si on va... À l'époque, en principe, on ne faisait pas de l'eau chaude avec les sondes géothermiques, on avait des boilers électriques. Et si on veut effectivement changer de chauffe-eau, changer de pompe à chaleur et conserver les forages existants, c'est possible après, moyennant un contrôle assez poussé de la sonde géothermique. On va éviter encore en plus de l'utiliser pour faire de l'eau chaude. Donc on va en principe opter pour un chauffe-eau pompe à chaleur, hein, effectivement. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Nous avons encore le temps pour une. Sinon, on avance. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. On peut applaudir. Et je passe la parole à Madame Berset qui va maintenant nous parler du photovoltaïque pour les locataires. Donc, on change aussi de public puisqu'en Suisse, on a aussi beaucoup de locataires. Donc, on voulait aussi proposer quelque chose pour les locataires. Je laisse. Oui, merci beaucoup. Je me sers juste un verre d'eau avant de commencer. Et on attaque donc la dernière présentation de la journée du salon Energissima. Je profite de remercier Sofia Marazzi de m'avoir confié la mission de vous présenter les solutions qui existent pour les locataires qui souhaitent consommer du courant photovoltaïque. Donc, je m'appelle Lucille Berset, je travaille pour le bureau Net Novak Énergie et Technologie qui fait du conseil en énergie renouvelable à Saint-Ours en Saint-Gine. Et juste avant de plonger dans les possibilités, dans les solutions qui existent, je vous propose un rappel du contexte et des problématiques auxquelles on fait face. Donc peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, c'est évident, mais je trouve toujours intéressant juste de réinscrire les chiffres qu'on donne, les objectifs qu'on a, avec un rappel contextuel. Donc comme on le sait tous, on est actuellement dans une situation qu'on qualifie de crise énergétique qui est causée par différents facteurs. On a les questions d'approvisionnement en énergie qui sont revenues au centre des débats politiques, médiatiques, avec tous les côtés émotionnels qui vont avec. Donc en été, en Suisse, on produit assez d'électricité. En hiver, on doit encore en importer, principalement depuis la France, depuis l'Allemagne. On est également dépendant encore des énergies fossiles. Les personnes qui ont présenté avant moi l'ont dit, il y a encore beaucoup de chauffage à mazout pour les bâtiments d'habitation. En parallèle, on est également dans une politique qui va gentiment vers la sortie du nucléaire. Donc, on produit encore beaucoup d'électricité nucléaire en Suisse. Il va falloir remplacer cette source-là. Et pour essayer d'aller vers une Suisse qui est plus neutre climatiquement, il y a des objectifs fédéraux qui encadrent tout ça. Donc vous avez peut-être déjà vu cette infographie qui est générale. On a les mesures en bleu qui représentent la production d'énergie électrique et en rouge c'est l'énergie thermique. Pour rester un peu dans le thème du photovoltaïque, on voit ici que l'objectif fixé pour 2050, c'est qu'on ait 34 TWh d'installations photovoltaïques, ce qui représenterait environ 40% de la production. Donc ici sur l'infographie, c'est écrit aujourd'hui 2 TWh, mais on est un peu plus parce que c'est une infographie de 2020, mais aujourd'hui on est environ à 4 TWh de puissance photovoltaïque installée. Donc sur ce graphique, on voit en fait les différentes technologies qui produisent de l'électricité actuellement en Suisse, donc avec l'hydraulique, en bleu, le nucléaire dont j'ai parlé tout à l'heure qu'on va réduire,
Et les objectifs intermédiaires pour 2035 qui sont fixés à 14 TWh, pour 2050, 34 TWh. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'espoir qui repose sur le photovoltaïque. En noir, c'est également intéressant de voir que la demande en électricité devrait augmenter, étant donné qu'on essaye de décarboner la production d'énergie. Donc il faudra également trouver d'autres manières de produire de l'énergie thermique. Donc on l'a dit, avec les pompes à chaleur qui vont consommer un peu plus d'électricité. Et puis également avec la mobilité, on passe petit à petit de la mobilité thermique à la mobilité électrique, ce qui va engendrer une croissance pour la consommation brute en électricité. Donc si on veut réussir à faire x3,5 ou x8,5 la puissance installée d'ici à 2050, il faut des efforts. Si on va regarder du côté maintenant de la consommation et des différents consommateurs en Suisse toujours pour l'électricité, donc on voit que les ménages ils représentent plus du tiers des consommateurs pour l'électricité en Suisse. Donc également ici, un chiffre qui est significatif. Il faut que les ménages jouent leur rôle pour atteindre les objectifs fixés par la Confédération. Alors les solutions, elles existent déjà, elles sont déjà en place. Ça fonctionne avec les installations photovoltaïques sur les maisons. On en voit de plus en plus. C'est vraiment un marché qui est en croissance exponentielle, on peut dire, actuellement. Sauf que les projets qu'on voit ici, c'est des projets qui sont initiés et donc financés par les propriétaires des habitations. En Suisse, en 2021, il y avait environ 61% des ménages qui étaient locataires. Si on rapporte ce chiffre aux tiers, aux ménages qui consomment le tiers de l'électricité en Suisse, ça veut dire que les locataires représentent environ 20% des consommateurs en électricité. Donc, il faut aussi, à ce niveau-là, trouver des solutions. Et c'est donc ces solutions-là que je vais vous présenter. J'en ai identifié 4. Ce n'est pas forcément exhaustif, mais on va voir qu'on peut déjà aller assez loin avec ces 4 solutions. Si on veut discuter d'autres choses, on pourra tout à fait le faire en fin de présentation. Alors, on va commencer avec les produits et mix électriques. J'ai également pris l'exemple local de GESA, de Gruyère Énergie, pour commencer. Donc, quand on est locataire, on reçoit une facture d'électricité de son fournisseur. Et le choix par défaut, si on est client de Gruyère Énergie, on va recevoir ce qu'ils appellent le choix malin, ici, qui est un mix électrique renouvelable, mais composé principalement d'énergie hydraulique. Et le reste, je pense que c'est de la biomasse, ou je ne suis pas sûre. Mais pour consommer du photovoltaïque, il faut faire un changement dans son contrat auprès du fournisseur. On peut soit faire le choix qui s'appelle ici local, qui va comprendre 30% d'énergie photovoltaïque, ou alors le choix visionnaire avec minimum 90% d'énergie photovoltaïque dans ce mix. Avec un avantage, on a parlé d'autonomie, c'est que cette électricité-là, elle est produite normalement proche du lieu d'habitation du consommateur. Donc là, on voit que l'origine, elle est même mise en Gruyère. Alors, ces changements-là, ils ont un coût. Pour le local, ça coûte environ 5% plus cher par kilowattheure. Et puis pour le choix visionnaire, ça va être un peu plus de 10% d'augmentation pour le prix du kilowattheure. Même chose chez Groupe E, on peut faire ce changement directement sur le portail en ligne. En 2 clics, vous pouvez voir quel est votre produit actuel. Par défaut, c'est aussi l'énergie hydraulique qui s'appelle le produit plus. On peut choisir le produit star qui va comprendre 33% d'énergie solaire et qui coûte environ 7% plus cher sur la facture au kilowattheure. Donc cette première option, c'est la plus facile à mettre en place de manière individuelle. Peut-être que vous l'avez déjà fait. Ce n'est pas forcément des choses qu'on sait, vu qu'on est client, on a un produit qui est mis sur la facture par défaut, mais ça vaut la peine de faire activement le pas pour changer ça, si ça vous intéresse. C'est une solution qui, au final, est assez peu coûteuse, avec quelques dizaines, peut-être centaines de francs en plus par année, et qui va stimuler la demande
en courant solaire de manière générale dans le mix électrique auprès du fournisseur. Je vous ai donné 2 exemples qui sont fribourgeois, mais si vous voulez voir plus d'options pour la Suisse, il y a une liste très complète sur le site de Suisse Énergie que vous pouvez consulter. Et puis, si vous voulez avoir une liste de produits qui correspondent à votre besoin, vous pouvez aussi aller sur le site mynewenergy.ch et là, vous entrez vos données, votre code postal, le nombre de personnes qui composent votre ménage, votre consommation, et puis vous pouvez avoir les offres disponibles qui correspondent à votre lieu d'habitation. Donc ça, c'était la première solution. La deuxième solution, c'est les coopératives ou les financements participatifs. Les coopératives, elles offrent différentes solutions. L'une d'elles, c'est la possibilité d'acheter des certificats d'origine directement auprès d'une coopérative. Donc, au lieu de changer de mix électrique auprès du fournisseur, on peut acheter l'équivalent de notre consommation. On peut acheter des certificats qui sont l'équivalent de notre consommation pour dire, voilà, je consomme, je ne sais pas, 2000 kWh par année. J'ai envie de certifier cette électricité en soutenant le photovoltaïque. Je peux compenser financièrement et labelliser en fait mon énergie en passant par une coopérative. On peut également devenir coopérateur ou coopératrice d'une coopérative en acquérant des parts sociales qui vont cofinancer des installations photovoltaïques, donc pas directement chez soi, mais sur des bâtiments publics ou pour des projets un peu plus grands que des installations domestiques. On a 2 exemples ici, avec l'OLA du CO de Vuneville qui a été couvert de panneaux en 2020. Et puis, plus récemment, la piscine de Marly a également une installation qui a été posée l'année passée. Et puis, ces 2 projets qui ont été cofinancés par, on peut voir le nombre de coopérateurs qui ont participé, 61 personnes, 33 personnes, pour justement payer ce projet et donc cofinancer ces installations. À Fribourg, une coopérative qui est active et qui est assez connue, c'est Optima Solar Fribourg-Freiburg. Mais en Suisse, il y a plus de 100 coopératives qui font ce travail de gestion de projets et de récolte de fonds de différentes personnes. Donc pour la piscine de Marly, typiquement, il y a 130 000 francs qui ont été récoltés grâce au financement participatif. Après, le financement participatif, ce n'est pas une solution qui est propre aux coopératives. Il y a un assez bon exemple de la commune d'Échallens qui vient de finir de récolter 320 000 francs avec, dans son modèle de financement, sur le site internet, c'était vraiment écrit qu'en premier, c'est les locataires qui sont invités à acheter des parts dans le cofinancement pour poser des installations sur les bâtiments communaux. Donc là, on a un système qui va un peu au-delà du financement participatif. C'est en fait un investissement participatif parce que les gens qui mettent de l'argent dans cette installation vont le recevoir en retour avec, si l'installation fonctionne bien, un taux d'intérêt de 1 voire 2% en fonction de la durée de l'investissement. Pour ce qui est de Fribourg, il y a également des projets similaires qui sont en cours. Il y a eu un postulat qui a été déposé au conseil communal en février 2023 pour demander explicitement à ce que la ville mette à disposition les toits de ces bâtiments pour ce type d'installation. Et puis en parallèle, il y a aussi un projet de plateforme qui est en cours pour essayer de proposer aux citoyens, aux entreprises, aux autres acteurs locaux qui souhaitent investir dans le photovoltaïque, qui a été lancé, c'était aussi en février 2023, donc il faudra un peu suivre l'actualité ces prochains mois pour voir si ça aboutit également chez nous. Donc là, on a une solution qui est un peu plus sociale, avec des investissements qui sont variables. Il me semble que pour devenir coopérateur, le minimum de part sociale, c'est 1 000 francs pour Optima Solar. Pour les investissements à Échallens, c'était aussi autour des 1 000 francs, les investissements de base. Et puis, après, si on veut investir plus, c'est aussi possible, hein, donc il y a un choix qui est possible. Et puis, on a aussi une stimulation de la demande en courant solaire. Avec les projets coopératifs, j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu un côté médiatique, ça peut profiter au sens où il y a eu des articles dans la presse pour les projets d'Optima Solar.
Ils ont actuellement un nouveau projet en cours pour l'école allemande en ville de Fribourg. Et puis là, ils impliquent également les élèves. Ils ont un peu un côté pédagogique en plus, qui peut aussi intéresser certaines personnes en plus du côté uniquement technique ou investissement financier. Toujours sur le site de Suisse Énergie, il y a aussi une liste où il y a toutes les coopératives solaires qui sont listées si vous venez d'ailleurs et que vous êtes intéressé à cette solution. On passe ensuite à une solution un peu plus personnelle, on va dire, c'est la mini-centrale Plug and Play. Vous avez peut-être déjà vu ce type de petites installations, de mini-installations, on peut même dire, sur les balcons. Ça, c'est une photo en ville de Fribourg, où il y a 2 panneaux sur le balcon, puis il y en a encore un sur le côté. En fait, c'est une mini-installation qui est simplement composée de plusieurs panneaux, donc en général 1, 2, voire 3, et d'un mini-onduleur pour passer du courant continu au courant direct. Elle s'installe soit dans le jardin, sur le balcon, éventuellement sur un garage. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, mais elle se branche directement sur une prise. Et puis, on peut en fait injecter du courant par la prise sur son propre réseau. Pour ce faire, il faut demander l'autorisation au propriétaire parce qu'on ajoute quand même un dispositif à l'extérieur et puis annoncer par écrit auprès du distributeur qu'on va connecter une mini-installation sur son réseau. Il y a des règles autour de ces mini-installations. On ne peut pas faire n'importe quoi. C'est maximum 600 watts de puissance. C'est pour ça qu'on ne va pas aller au-delà de 3 panneaux normalement. J'ai mis de taille standard, mais c'est ces panneaux rectangulaires qu'on voit ici dans l'exemple. Le prix peut varier également. Ça coûte entre 550 et 1800 francs. Ça se vend souvent en kit avec les panneaux, l'onduleur et puis tout le nécessaire pour attacher ça de manière sécurisée sur un balcon. La production d'une installation comme ça peut couvrir jusqu'à 20% de la consommation annuelle. Ça dépend du ménage, ça dépend de la consommation, ça dépend de l'efficacité, de l'orientation de l'installation, mais ça peut être quelque chose d'intéressant. Par contre, on voit parfois qu'on cherche des solutions pour, en cas de blackout. Ça, si tout d'un coup il n'y a plus de courant, ça arrête de fonctionner puisque c'est connecté au réseau à la prise. S'il n'y a plus de courant dans l'appartement, ça ne va pas fonctionner. Donc, ce n'est pas une solution pour être autonome en électricité. Par contre, c'est une solution qui est directe. On peut auto-consommer ce qu'on produit. Puis, il y a aussi un investissement variable qu'on va pouvoir amortir si ça fonctionne bien sur plusieurs années, sur environ 10-12 ans. Encore une fois, ça dépend de la puissance installée, ça dépend de la consommation du ménage. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce sujet, il y a l'émission On en parle de la première qui avait fait un sujet au mois de septembre l'année passée sur les mini-centrales Plug and Play. Donc, c'est aussi intéressant. Il y a une interview d'une personne qui travaille chez Suisse Solar qui explique que c'est une solution intéressante, certes, mais après, ce n'est pas non plus la solution unique qui va résoudre tous les problèmes et fournir toute l'électricité nécessaire pour un ménage. Finalement, la 4e solution, on en a déjà parlé ce matin, peut-être que certains d'entre vous étaient déjà là, c'est le regroupement pour la consommation propre, qu'on abrège souvent RCP. Alors, selon moi, c'est la solution qui est la plus difficile, la plus ambitieuse, mais si on arrive à faire une installation en RCP, c'est aussi la plus avantageuse. La chose, c'est qu'il va falloir, si c'est une initiative qui est prise par les locataires, se mettre ensemble avec les autres locataires qui habitent le bâtiment et prendre contact avec le propriétaire pour lui faire part de notre projet. Forcément, une installation photovoltaïque, ça a un coût. Donc, quand on parle de coût, parfois avec les propriétaires, c'est un peu difficile. Si on habite dans une ancienne maison ou un ancien bâtiment et qu'il faut encore le rénover, c'est des obstacles qu'il faut parfois essayer de franchir avant de réussir à mettre en place un RCP. Mais dans le cas où le propriétaire est motivé et est d'accord de mettre en place un regroupement pour la consommation propre, c'est intéressant. Il faut donc faire l'installation, compléter le contrat de bail, et puis à ce moment-là, les locataires, ils sont plus clients du fournisseur, donc ils vont plus recevoir la facture du GESA ou du groupe E, mais c'est le propriétaire qui va gérer la facturation, puis qui va en fait vendre le courant qu'il produit sur son bâtiment
à ses locataires. Donc là aussi, un côté un peu administratif qui peut paraître contraignant, mais au final, on a quand même un prix de l'électricité qui va être meilleur marché, puisque les économies qui sont réalisées grâce à l'autoconsommation de courant solaire, elles doivent être partagées 50-50 entre les locataires et le propriétaire. L'autre avantage, c'est qu'on a également une consommation directe de courant solaire qui est produit sur place. Mais comme je vous ai dit, c'est parfois un petit peu fastidieux. Et puis les situations, elles sont quand même à analyser au cas par cas en fonction du nombre de locataires par bâtiment, du type de propriétaire aussi. Des fois, c'est un propriétaire privé, des fois, c'est une entreprise où il y a encore les régies à prendre en compte. Donc, plutôt à analyser au cas par cas en cas d'intérêt, de prendre contact avec les entreprises concernées, tous les acteurs. Donc voilà pour les 4 options que j'ai identifiées. J'espère que vous avez plus ou moins tout compris. Si vous avez des questions sur l'une ou l'autre, j'essaie volontiers d'y répondre. Ou sur une autre option éventuelle. Puis là, j'ai encore mis des liens qui peuvent toujours être utiles et intéressants pour aller un peu plus loin si vous avez envie. Merci beaucoup déjà. Merci à vous. Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui, merci. Pour la RCP, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de groupements de locataires qui ont fait pencher leurs propriétaires pour ce mode? C'est clair que c'est une bonne solution, mais il faut aussi que les locataires soient impliqués. Donc, j'ai quand même quelques doutes que ça arrive très souvent. Oui, alors c'est une bonne question. Je n'ai pas connaissance de cas concrets où ça a marché, où vraiment tous les locataires se sont mis ensemble, ont convaincu le propriétaire et ont réalisé l'installation. Mais ça se fait dans les nouvelles constructions, par exemple, où ils mettent des panneaux solaires et où les habitations sont louées. Là, de toute façon, une solution, c'est qu'un RCP soit mis en place et à ce moment-là, c'est une solution qui fonctionne. Après, j'aime à croire que c'est possible, mais comme je l'ai dit, c'est vraiment au cas par cas, ça demande souvent des investissements importants. On peut imaginer que les locataires proposent d'acheter eux-mêmes l'installation, de la financer. Encore une fois, il faut mettre ça par écrit, il faut faire des contrats. Administrativement, ça peut être un petit peu lourd, donc ça fait quand même parfois des freins à ce genre de projet. Mais en théorie, ça reste une solution qui est intéressante et qui, à mon avis, ne doit pas être mise de côté à cause de ces contraintes. Oui. Pour les mini-centrales plug and play, est-ce qu'il y a quand même, vous disiez, il suffit de se connecter sur une prise. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas besoin de modifier l'installation existante, le compteur? Parce est-ce que le compteur peut compter à l'envers, un compteur ordinaire? Alors, ça dépend du type de compteur que vous avez. Les anciens compteurs avec un disque, certains tournent à l'envers et donc peuvent prendre en compte le courant qui est injecté. Il me semble que les nouveaux compteurs ne font pas ça. C'est possible de mettre un compteur entre la prise qu'on branche et puis la prise murale pour savoir combien l'installation produit. Et puis à ce moment-là, je pense que si on est vraiment intéressé, si on va au-delà et qu'on souhaite réinjecter dans le réseau, parce que c'est ce qui se passe si l'électricité qui est produite n'est pas consommée, c'est peut-être possible de la revendre, mais on est quand même sur on n'est pas sur des très très hautes quantités d'énergie. C'est pas très intéressant de le revendre. Mais je pense qu'il y a moyen de mettre un compteur à la prise. Merci. Oui, c'est plus une confirmation. Oui, volontiers. Si je bénéficie d'un grand toit, et puis est-ce qu'avec mon voisin, on m'a dit que c'était pas possible de partager en fait cette infrastructure. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais un grand Donc toit. Vous n'êtes pas connecté avec votre voisin? Non, c'est un voisin qui a une maison de l'autre côté de la route, etc. Ouais. Puis on se disait, mais est-ce qu'on pourrait faire bénéficier le voisin d'une certaine surface ou les voisins? Ouais. Mais c'est pas possible, hein, c'est juste on m'a déclaré pas le droit. Je crois que c'est pas possible parce que l'électricité devrait passer par le réseau et puis le gestionnaire de réseau ne permet pas ça en fait.
parce que ça leur appartient, et puis je crois que techniquement, on ne peut pas faire passer le courant d'un côté du quartier à l'autre. Bon, je ne suis pas certaine. Le surplus part dans le réseau, mais en fait, c'est un décompte administratif derrière. Ou alors, si vous voulez le faire à votre niveau... Je produis tant de kilowatts, et puis mon voisin a compte. Ouais, mais on m'a dit que ce n'était pas possible, mais je pense que ça doit être juste. Ouais. Le sujet a été discuté ce matin à une conférence, je pense, sur le groupement de consommation propre. Oui, c'est ça. Actuellement, c'est légalement pas possible par ce sujet-là. Après, avec les GRD, donc les distributeurs d'énergie, ils ont plus ou moins chacun mis en place d'une manière individuelle ce qu'on appelle la communauté d'autoconsommation, qui devient beaucoup plus libre légalement. Alors, pour l'instant, on va dire qu'ils mettent relativement quand même les pieds contre le mur, parce que c'est de la concurrence par rapport à leur business quand même. Mais ça va aller avancer, ça va en avançant, ou pour finir, c'est plus que... parce qu'il faut savoir que d'ici 2025, tous les compteurs vont devoir pouvoir donner des transmissions de données toutes les 15 minutes sur qu'est-ce qui se passe sur le réseau. Donc, ils pourront facilement dire « Ah, quelqu'un a réinjecté dans le réseau et vous l'avez acheté derrière. » Mais actuellement, ce n'est pas possible si vous devez traverser le domaine public. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Un peu sur le même sujet, je voulais savoir, la personne qui réinjecte du courant dans le réseau, elle doit le déclarer fiscalement ou c'est exonéré? Je m'excuse. Moi non plus, je ne suis pas fiscaliste. Oui, il y a un monsieur qui lève la main, peut-être que vous avez une réponse. Tout revenu doit être déclaré. Donc oui, vous devez déclarer les recettes engendrées par la vente d'électricité. Pour en revenir par rapport au partage d'énergie sur différentes parcelles, c'est autorisé. Simplement que vous n'avez pas le droit de réutiliser les câbles existants de la remontée d'énergie ou d'un tiers pour faire passer votre courant. Donc vous devez avoir une fouille qui est faite indépendante avec votre propre câble, mais vous avez le droit de passer d'une parcelle à une autre. Vous avez aussi le droit de passer en dessous d'une route. Donc ça, c'est des choses qui ont changé ces derniers temps. Voilà. Après, au niveau du prix de l'énergie, par exemple, vous parliez que c'est réparti 50-50 la marge. Ça a changé aussi, c'est 80-20 maintenant pour le prix du courant solaire. Voilà. Okay. Et puis pour la réinjection d'une installation plug and play, il faut forcément installer un compteur bidirectionnel dans le bâtiment, sinon vous ne pouvez pas réinjecter le courant. Et puis la Romande ou les groupes E ou d'autres ont l'obligation légale de racheter le courant qui est réinjecté. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Oui, encore une question. Sur le croquis que vous aviez au début, il y avait toutes les productions, l'eau, le nucléaire et tout. Avec le réchauffement climatique que tout le monde annonce, est-ce que l'eau... Oui, exactement. Est-ce que l'eau, il y en aura toujours autant? Alors ça, c'est une très bonne question. Parce qu'on voit que ça a l'air un peu linéaire. Mais... Oui, alors ça, c'est des projections assez générales. On ne peut pas savoir exactement comment la situation va évoluer. Ça, on est dans un contexte suisse où il y a encore relativement beaucoup d'eau, il me semble. Mais après, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous prédire les quantités. Mais ça a été abordé effectivement en conférence de hier, alors je n'ai plus les chiffres en tête, mais effectivement, le changement climatique va avoir un impact sur les ressources en eau, donc aussi bien pour l'hydraulique que par exemple le nucléaire, ce qu'on utilise pour le refroidissement, etc. Donc il y a effectivement un impact qui est à prévoir. Après, on voit qu'on reste stable, donc ce qui est produit par l'hydraulique actuellement ne devrait pas non plus énormément augmenter. Oui. Peut-être pour une conférence l'année prochaine, une thématique à prendre en compte. Exactement. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions, d'autres inputs? C'est à quelle heure l'apéro? Sinon, il y avait aussi quelqu'un qui avait une question au début pour M. Bochon qu'on n'a pas eu le temps de traiter, mais puisqu'on a gagné un petit peu de temps, je crois que c'était... Ah, c'est quelqu'un qui est parti. Bon, Est-ce que... Oui? Moi, j'aurais éventuellement une
question, c'était pour M. Boschung. Alors, est-ce qu'avec une pompe à chaleur avec sonde géothermique, est-il utile d'avoir un chauffage d'appoint? Il n'y a personne. Ah, il est là. Non. C'est garanti même à -15. La température de l'air extérieur n'a pas d'influence sur le feu. Oui, oui, la température de l'air extérieur n'a pas d'incidence sur le fonctionnement de la pompe à chaleur, puisqu'on va chercher de la chaleur, une chaleur stable. Comme je vous l'ai dit, la température dans le sous-sol à 100 mètres, 120 mètres, ce sera... Le projet que j'ai, la sonde descend à 250 mètres. Bah oui. Alors, ils ne peuvent pas plus bas, hein? Oui, alors... À cause de la pompe. C'est un très bon sujet que vous ramenez là. Parce qu'en fait, maintenant, pourquoi des fois on fait 2 sondes géothermiques plutôt qu'une? Il y a 2 raisons. C'est que soit le fort ne peut pas aller plus profond à cause de l'état du terrain, mais il faut aussi qu'on regarde, lorsqu'on choisit une pompe à chaleur sol haut, si la pompe qui vous fait circuler tout le réseau n'absorbe pas trop de courant. Donc, autrement, ça vous fait tomber le coefficient de performance. Donc, ça, on regarde toujours. C'est lié au fonctionnement de la pompe à chaleur. Donc, si, dans votre cas, vous avez une sonde 220 mètres et puis que la pompe, elle vous prend 1,5 kW, donc c'est clair que vous n'êtes pas gagnant. Hein. Donc, autant avoir, des fois, 2 sondes avec une pompe qui prend très faible consommation pour fonctionner. Pour qu'on ait toujours ce coefficient de performance. Je vous ai parlé du coefficient de performance. Ça, c'était le coefficient de performance de la machine. Mais après, on a encore le scope. Ça, c'est un coefficient de performance qui va tenir compte de l'endroit où la pompe à chaleur se trouve, de tous les éléments qui font fonctionner la pompe à chaleur. Donc, ça veut dire que c'est une analyse sur l'installation. Donc là, on est obligé de mettre, souvent, on met un compteur d'électricité pour voir combien elle consomme. Autrement, on ne peut pas le dire. Donc là, moi, j'ai simplifié. Je vous parlais que du COP de la pompe à chaleur. Maintenant, vous, sur votre question, si vous aviez besoin de combien? Quelle chaleur? 60 degrés, vous m'avez dit. Pardon? Non, parce que la maison a été complètement isolée, le toit refait. Ouais. On est, je crois, avec le CECB, on est en C, je crois. Oui, ben c'est nickel. Oui, donc, mais justement, il y a un problème technique parce qu'on ne sait pas où mettre les raccordements des sondes. Parce qu'au moment où il y a des groupes de sondes, il faut pouvoir les raccorder avec de la robinetterie, pareil. Donc, il faut faire un puits ou quelque chose pour les raccorder. Ah. Alors, c'est pour ça on m'a dit que ça jouait. On est descendu dans le projet à 250 mètres, c'est le maximum de la pompe. Mais il y a une chose que je ne sais pas par cœur. C'est possible, la pompe, elle fait 2,4 kW. Oui, possible, oui. C'est normal? Pas tellement, non. Écoutez, peut-être qu'on peut en parler. Moi, volontiers. Volontiers, mais j'ai les données dans ma tête, je n'ai pas tout pris avec. Mais j'aimerais pas vous donner une fausse réponse. Là, il me semble que je n'ai pas toutes les données pour vous répondre clairement. Oui, parce que, disons, ce que je vous dis de tête, ce que la pompe à chaleur fournit, c'est 12,5 kW. Ouais. Ça, c'est ce qu'elle fournit. Ouais. Mais pour fournir ça, elle doit consommer quelque chose. Hein. C'est comme je vous ai dit. Mais je crois 2 et quelques kilowatts. Le compresseur prend de l'énergie. Oui. Puis après, vous avez tout la pompe de circulation pour l'eau chaude, pour la pompe qui fait circuler l'eau dans les radiateurs ou dans le chauffage de sol, plus la pompe qui va chercher l'énergie dans le sol. Mais nous, on parle seulement du compresseur. Hein. Non, c'est le compresseur, plus la pompe géothermique qui fait tourner la sonde. Plus oui. Il y a déjà 2 pompes. Après, il y en a une 3e, c'est encore la pompe de l'eau chaude sanitaire. Donc, je n'ai pas tout ça dans la tête. Je ne sais pas. Mais je ne peux pas vous donner une fausse réponse. Là, je n'ai pas les données dans la tête. Il faut plus de détails. Puis j'aurais juste encore une question qui n'a rien à voir directement. C'est avec le CECB. Oui. Vous avez parlé de subventions, je ne me souviens pas, mais c'est récent ces subventions. Depuis juillet 2022.
Ah bon, d'accord, parce que moi j'ai fait en 2017. Ah ben, dommage. J'ai passé à côté. Oui, mais bon... Oui, bon. Mais vous l'avez fait. Vous avez fait le CECB, c'est une bonne chose. Oui. Voilà. Bravo. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Je pense que nous pouvons gentiment conclure. Tout le monde est d'accord? Alors, je vous remercie beaucoup. Je remercie beaucoup nos intervenants. Et puis, je vous invite effectivement à la verrée qui a lieu au premier étage. Vous pourrez continuer les discussions entre vous avec les experts, les expertes. Et un grand merci à tout le monde.